Yo les artichauts, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui nous sommes, si je ne me trompe pas, le 27 juillet, voilà le dimanche 27 juillet. Je tourne cette vidéo le 25 juillet, donc le vendredi, parce que ce week-end, le week-end où vous regardez cette vidéo, je suis à Perpignan et du coup je ne peux pas faire de vidéo en ce moment même. D'habitude je filme mes vidéos le samedi, mais là du coup j'ai décidé de la filmer un jour avant. Voilà. Du coup, techniquement, ça devrait me laisser plus de temps de faire le montage, mais en fait, non, parce que du coup, je dois faire le montage aujourd'hui. Et sachant qu'il est déjà 4h15, ça veut dire que, vu qu'en général, je fais pas de montage après 19h et que la vidéo, je pense qu'elle va durer jusqu'à 17h, j'aurai 2 heures pour faire le montage pour cette vidéo. Ça devrait aller. Tout va bien se passer. Je pense. Si le montage est nul, c'est pas de ma faute, hein. Voilà. C'est à cause du timing. Bref. Sachant qu'en plus, j'ai perdu tous mes fichiers, donc tout ce qui est mon intro, mon outro de ça, du coup, je vais devoir tout refaire. J'adore au final. J'adore. Je suis pas du tout en dépression. Donc, aujourd'hui, je vous accueille pour une vidéo un peu longue. J'ai vraiment décidé la meilleure journée pour faire une longue vidéo, hein, vraiment. Euh, c'est une vidéo qu'à la base, je voulais la poster, enfin, je voulais la faire en fait dans quelques semaines, vraiment. Mais c'est juste que la vidéo que je voulais faire pour aujourd'hui, en fait, je me suis rendu compte qu'elle était nulle à chier. Vraiment, elle était pas ouf du tout. Et l'autre vidéo que je me suis dit, bon, au pire, elle sera un remplacement, elle est pas prête. Du coup, ça veut dire que je suis obligé de faire celle-là. Sachant que celle-là, du coup, je l'ai postée genre dans un mois, fin août, quoi. Je voulais la poster fin août. Pas pour une raison particulière, juste parce que je préfère faire par ordre chronologique de mes idées qui me viennent, quoi. Et là, ben, c'est la dernière vidéo à laquelle j'ai pensé et je la fais maintenant. Enfin bref, c'est rien, mais c'est beaucoup. Vous avez pas compris, mais c'est pas grave. Du coup, je vais vous parler de, je crois que c'est 10, 11, je vais compter. 11. C'était long. 11. Je sais pas compter vite. Mais je vais vous parler de 11. J'ai pas de 11e dos en fait. Donc 11, 10 plus 1. 11 îles. Des îles. Des bouts de terre dans l'eau. Mais des îles qui sont un petit peu particulières parce que c'est pas qu'elles appartiennent à d'autres pays. Parfois oui. C'est pas qu'elles sont indépendantes, mais même si parfois oui. C'est qu'elles appartiennent à plusieurs pays. Attention, c'est des îles partagées en 2, en 3, en 12, en je ne sais pas combien. Et voilà, on va parler de toutes les îles partagées. Alors franchement, je m'attendais à ce qu'il y en ait beaucoup plus. Et à la fois, je ne savais pas à quoi m'attendre parce que j'en connaissais que genre 5. Du coup, j'étais en mode, bon, j'en connais 5, 6. Je pense qu'il va y en avoir beaucoup plus. Il y en a 11, c'est pas mal, mais bref. Sans perdre plus de temps parce que franchement, je pense que vous avez compris le concept, hein. Je vais vous parler de ces îles coupées en deux, pourquoi elles ont été coupées en deux, entre qui c'est, machin, qu'est-ce qui se passe là-bas et tout. Et on va commencer directement par l'île de Usedom. Je sais pas comment on prononce, je veux dire Usedom. Alors, du coup, Usedom, c'est une île sur la mer Baltique qui est partagée entre l'Allemagne à gauche et la Pologne à gauche, à l'est, à l'ouest, à l'est, bien sûr. Euh, Avant 1945, l'île appartenait entièrement à l'Allemagne. Mais après la Seconde Guerre mondiale, évidemment que l'Allemagne ont perdu. C'est assez connu. Si vous savez pas ça, je pense qu'il faut aller en cours d'histoire peut-être. Il faut apprendre, clairement. Bref, après la Seconde Guerre mondiale, la conférence de Potsdam a établi la ligne d'Oderneisse. Et c'est du coup la frontière entre l'Allemagne et la Pologne, cette ligne de Oderneisse. Et cette ligne a aussi donné la partie est du coup d'Usedom, euh, incluant la plus grande ville de l'île, et c'est une ville aussi portuaire de Świnoujście. Świnoujście, c'est très chiant à prononcer. Świnoujście. Chiant. Du coup, ils ont donné ça et cette ville de l'horreur à la Pologne. Ce qui est logique parce que c'est un nom de merde qui revient à la Pologne où il y a beaucoup de noms de merde. Désolé à la Pologne. Et, euh, et la raison du coup pour le petit don de cette petite ville sur cette petite île, c'est pour compenser pardon, pour la région que la Pologne a perdue à l'URSS, donc en Biélorussie, Ukraine et Lituanie actuelle. Voilà. Est-ce que ça compense vraiment?
un petit bout d'île qui est quand même partagé avec un autre pays pour des bouts de 3 pays différents, qui sont quand même tous les 3 plutôt grands, surtout l'Ukraine et la Biélorussie. Je pense que ça compense pas forcément, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Enfin, je dis que l'île, mais je suis con, quoi. Il y a forcément aussi tout le reste de l'Allemagne, enfin tout ce qui est l'est de l'Allemagne, quoi. C'est pas mal, mais bon, c'est pas fou non plus, quoi. Ils ont pu donner un petit peu plus. Au moins Berlin, par exemple, je pense. Bref, et du coup, la partie ouest d'Usedom est quand même restée sous contrôle allemand. Voilà. Fin de l'histoire. Je crois que c'est la définition de l'île la plus courte que j'ai fait. Après, je me suis rendu compte qu'en fait, c'est un peu trop court et du coup, il fallait bien me rendre la tâche encore plus difficile en faisant au moins une page par île. C'est ce que j'ai fait la prochaine, par exemple, elle fait une page et quelques. Super. Du coup, la prochaine île, c'est une. Alors, celle-là où Sodome, j'avais déjà vu, mais j'avais pas du tout pensé, franchement, pour cette vidéo, parce que j'avais déjà vu, mais ça m'avait même pas fait tilt qu'elle était partagée en deux entre l'Allemagne et la Pologne. Parce que pour moi, vu que dans cette région, il y a beaucoup de ponts naturels, de barrages terrestres naturels, c'est-à-dire des petites lignes de terre qui vont d'une côte à une autre et qui font un lagon, qui forment un lagon. Je me disais que ça c'était pareil, mais en fait non. Usedom c'est bien une île où il y a des petits détroits de chaque côté qui font que ça devient une île forcément. Il me semble qu'il y a même un lac au milieu. Du coup, ça fait le truc ressemble encore moins à une île, mais c'est bel et bien une île, une seule. Alors, la prochaine île dont on va parler, on va rester dans la mer Baltique, mais on va pas rester dans le même pays. On va parler de l'île Merket. C'est une île qui n'a aucun habitant. Voilà, donc c'est une île non habitée, près de la frontière maritime entre la Suède et la Finlande. Alors, on va remonter en 1809 pour l'histoire de cette île-là. On va remonter au traité de Fredrikshamn qui a obligé la Suède à donner la Finlande à la Russie parce qu'évidemment avant la Finlande appartenait à la Suède, mais du coup ils ont donné ce territoire-là à l'Empire russe. Merket a été immédiatement divisée en deux, vu qu'elle était sur la frontière maritime, voilà, enfin sur la frontière à la base du coup forcément entre la Suède et la Finlande, il n'y avait pas de frontière maritime parce que c'était le même pays. Mais vu qu'ils ont dû donner la Finlande à la Russie, ils ont décidé de faire une frontière maritime entre les deux, forcément, qui a coupé l'île de Merket. Et du coup, ils ont divisé l'île en deux avec une frontière droite passant au milieu de l'île. Voilà. Et en 1885, la Finlande, qui était toujours sous contrôle russe, donc elle appartenait toujours à l'Empire russe, la Finlande, mais c'est elle qui choisissait quoi faire de cette île parce que c'est une région semi-autonome en fait. Du coup, la Finlande a construit un phare sur l'île de Merket. Cependant, la région l'a placée du côté de la frontière suédoise. Voilà, les Finlandais n'étaient pas très intelligents à cette époque, il paraîtrait. Euh, du coup, oui, forcément, ça a évidemment violé la frontière, pardon. J'arrive pas à trouver le mot. Ça a violé complètement la frontière. Mais c'était même pas exprès, hein, franchement, ils savaient pas, ils étaient vraiment juste purement bêtes. Excusez-moi. Ou alors ils avaient pas de. En fait, je sais pas comment ça marche à l'époque, j'imagine qu'ils avaient pas le moyen de savoir où était la frontière. Mais enfin, je sais pas, tu sais quand même que cette île elle est partagée, non? Tu te dis pas peut-être que le bout qui est tout au bout là-bas, plus du côté de la Suède, peut-être que ça appartient à la Suède, parce que tu sais que l'île est partagée, non? Je sais pas. Bref. Et du coup, pendant des décennies, ça n'a pas été vu comme un problème, vu que les deux pays étaient coopératifs, enfin tout allait bien quoi. N'empêche, en 1985, donc littéralement 100 ans plus tard, la Suède et la Finlande ont quand même décidé de régler le problème diplomatiquement parce qu'ils se sont dit bon, quand même, c'est un peu con. Sauf qu'au lieu de bouger le phare, ce qui aurait été, je pense, beaucoup plus simple, elles ont ajusté la frontière. Du coup, elles ont créé une frontière en forme de zigzag un peu comme ça. Euh, pour mettre le phare du côté de la Finlande, tout en préservant la balance du territoire, ce qui fait que aucun des deux pays n'a perdu du territoire, mais bon, la frontière a quand même été très 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 amochie, on peut le dire comme ça. C'est dégueulasse. Voilà. On reste en Europe pour la troisième île qui arrive, et par contre, on reste pas du tout dans la mer Baltique. Cette fois, on va dans une rivière qui sépare deux pays. Le pays dans lequel j'habite est le pays qui est le plus proche de là où j'habite, le pays
étranger le plus proche de là où j'habite, la France et l'Espagne. Et on va parler de l'île des Faisans. Je crois que c'est Faisan. Je sais pas comment on prononce ça en fait. Faisan. Je vais dire Faisan. Je suis désolé si c'est pas ça. Donc l'île de Faisan, c'est une île sans habitants, encore une fois, qui est située sur la rivière Bidassoa. J'avoue que je ne savais même pas que cette rivière existait avant de chercher des infos sur l'île des Faisans. Et c'est la rivière du coup qui marque la frontière entre la France et l'Espagne du côté du Pays Basque. Voilà. En 1659, après des décennies de guerre entre la France et l'Espagne, les hostilités se sont calmées grâce au traité des Pyrénées. Et le traité a été négocié et signé sur l'île des Faisans, qui était considérée comme une terre neutre. Euh, et du coup, pour commémorer cet événement, les deux pays ont passé un accord pour tous les deux administrer l'île. Voilà, donc ils ont fait un choix un petit peu particulier. C'est ce qu'on appelle un condominium. Alors, un condominium, c'est un territoire qui est administré par plusieurs puissances souveraines, par plusieurs pays, plusieurs nations autonomes. Et avec l'île des Faisans, ça veut dire qu'aucun pays n'a un contrôle permanent sur l'île. Et oui, c'est une île en fait, qui a bel et bien un pays à qui il appartient. Il n'est pas indépendant, c'est pas qu'il appartient à personne, c'est qu'il appartient bien à un pays, mais pas toujours le même. La souveraineté s'inverse tous les 6 mois. Ça veut dire que du 1er février au 31 juillet, l'île appartient à l'Espagne, et du 1er août au 31 janvier à la France. Et cette île, c'est un des rares condominiums internationaux restants. Voilà, donc c'est très intéressant. Je pense que peut-être que je pourrais faire une vidéo sur les condominiums. Je pense que ça pourrait être très intéressant. Après, du coup, forcément, je reparlerai de l'île des Faisans, et en plus, c'est la plus connue. Mais je pense qu'il doit y en avoir d'autres. Si jamais je trouve de quoi faire un sujet de vidéo, disons que s'il y a au moins 5 condominiums sur Terre, incluant l'île des Faisans ou pas, ça dépend de mon état d'esprit au moment où je cherche ça. Dans ce cas-là, peut-être que je ferai une vidéo sur les condominiums qui sortira du coup à la place de quand cette vidéo devait sortir selon mon esprit, donc fin août. Je pense que ça pourrait être assez stylé en vrai, une vidéo sur les condominiums. Moi, why not? Du coup, pour cette 4e île, on va partir dans une autre mer, entre une mer et un océan. Une chaîne d'îles qu'on appelle les Antilles inférieures. Du coup, c'est une île. Bon, celle-là, elle est carrément située dans les Caraïbes parce qu'elle fait pas partie des Antilles inférieures. Enfin, elle fait partie des Antilles inférieures, mais elle est. Il y a une ligne des Antilles inférieures, et si la ligne elle commence par exemple ici, l'île elle est plutôt là, alors que l'océan il est par là-bas. Je sais pas si j'ai été clair, je pense pas, mais c'est pas grave. Vous devez comprendre avec moi, hein. Franchement, je vous inflige des trucs horribles. Bref, du coup, on va dans les Caraïbes, on va sur l'île parce qu'il n'y a pas qu'une seule île qui est séparée dans les Caraïbes, il y en a deux, mais on va partir sur la plus petite, d'abord la moins connue, je pense, en tout cas, Saint-Martin. Du coup, Saint-Martin, c'est une île qui est séparée entre la France et les Pays-Bas, et c'est d'ailleurs le seul endroit où la France a une frontière avec les Pays-Bas, voilà. Parce qu'en France métropolitaine, il n'y a pas de frontière avec les Pays-Bas, on est séparé par la Belgique. Donc voilà. Après, peut-être qu'un jour, il y en aura une, si la Belgique s'effondre. Ce qui n'est franchement pas impossible, même si ça m'étonnerait un petit peu. Et à ce jour, c'est la plus petite île habitée partagée entre deux pays. C'est-à-dire que de toutes les îles partagées entre les deux pays, celle-là, c'est la plus petite, mais qui est habitée. C'est pas la plus petite en général. En 493, oui, je me demande si je sais lire les dates parfois, mais si ça va. Christophe Colomb a revendiqué Saint-Martin pour l'Espagne, mais le pays a abandonné l'île au début des années 1600 à cause de résistance de la part des natifs et aussi de manque de ressources. Je pense que c'est plutôt la deuxième partie, parce que résistance des natifs, on sait très bien que ça n'a pas arrêté les Espagnols, hein. Les Espagnols, ils sont plus forts que ça, clairement. Dans les années 1630, du coup, c'est des explorateurs français et néerlandais qui sont arrivés quasi en même temps sur l'île, et ils ont établi des avant-postes, un chacun, un pour la France, un pour les Pays-Bas. Et le 23 mars 1648, la France et les Pays-Bas ont signé le traité de Concordia, nom assez stylé, pour diviser l'île paisiblement. Il n'y a pas eu de guerre, du coup, sur Saint-Martin. En tout cas, pas pour ça. La partie nord est revenue à la France et la partie sud est allée aux Pays-Bas. Ce qui est intéressant parce que les Pays-Bas sont plus au nord que la France. Du coup, ça veut dire que les Pays-Bas, ils ont fait genre comme ça, et que la France, ils ont fait comme ça, mais sur le fin, ils sont remontés un petit peu. C'est bizarre, mais pourquoi pas. Et l'île est toujours divisée à cause d'une longue coexistence paisible. En fait, il n'y a jamais eu de problème depuis, hein.
les Saint-Martinois, peut-être, je sais pas, les Saint-Martinois néerlandais et les Saint-Martinois français seraient contents d'être néerlandais et français respectivement. En tout cas, je pense. Je vais pas parler pour eux, hein, mais s'il n'y a pas eu de rébellion ni rien, c'est que probablement je pense que tout va bien. Et c'est aussi à cause d'une forte gouvernance locale et d'identité culturelle et politique distincte, ce qui fait aucun des deux côtés n'a demandé une réunification. Voilà. En gros, tout va bien. Voilà, c'est une séparation d'îles assez sympathique. Franchement, il y en a aucune, enfin, s'il y en a une, celle dont on va parler juste après, mais à part ça, il y en a vraiment enfin, il y a vraiment très très peu d'îles qui ont été séparées ultra violemment pour des raisons très très barbares. Tout va bien. Franchement, cette vidéo, on va parler de trucs assez chill. On va vraiment juste parler d'histoire, quoi. J'espère que ça vous intéresse quand même. Du coup, on va rester dans les Caraïbes pour cette prochaine île et c'est notre première île semi-indépendante parce que du coup, forcément, elle est partagée entre deux, mais les deux pays sont indépendants. Et je crois aussi que c'est notre seule île de la vidéo où les deux camps de l'île sont indépendants. C'est l'île d'Hispaniola. Je pense que vous connaissez celle-là. Alors, vous connaissez peut-être pas le nom Hispaniola. Mais je vais d'abord commencer l'histoire et après vous comprendrez du coup de quels sont les deux pays sur Hispaniola. Alors on va commencer en 1492, pardon, pas en 492, ça c'était l'Empire romain et tout, il y a trop loin, il y a trop longtemps clairement. Donc en 1492, Christophe Colomb est arrivé sur l'île d'Hispaniola durant son premier voyage. L'île c'est devenu le premier point d'appui majeur de l'Empire espagnol sur le Nouveau Monde. Voilà, c'était la première vraie colonie, c'était vraiment le premier point d'arrêt des Espagnols, on va dire. En 1496, l'Espagne a fondé Saint-Domingue, la plus vieille colonie européenne permanente du coup dans les Amériques. Et au fil du temps, des pirates français ont commencé à occuper la partie occidentale de l'île, donc l'ouest, pour ceux qui ne connaissent pas trop la direction. L'ouest égale la gauche de l'île, à gauche de l'île. Surtout à cause pourquoi ils ont fait ça du coup les pirates français surtout à cause du contrôle espagnol en déclin. Ils commençaient à en avoir un petit peu rien à foutre en fait, les Espagnols. Voilà. Puis ça allait, moins ils en avaient quelque chose à foutre en fait de l'île, d'Hispaniola. Et malgré les manifestations espagnoles, la France a solidifié sa prise. Et en 1697, le traité de Ryswick, c'est quoi comme nom ça, a donné un tiers d'Hispaniola à la France. La France a appelé sa colonie Saint-Domingue, voilà, tellement original, c'est pas du tout le même nom que la colonie de l'Espagne. Et elle est devenue la colonie la plus riche de France, voilà. Si la colonie existait encore aujourd'hui, ce serait loin d'être le cas, très loin, vraiment très très loin. Et à partir de 1791, les esclaves de Saint-Domingue, parce que c'était un refuge à esclaves, forcément il y avait beaucoup d'esclaves pour le kilomètre triangulaire, bien sûr. Donc à partir de 1791, les esclaves de Saint-Domingue ont mené la révolution haïtienne. Voilà, donc on parle de Haïti, bien sûr. La seule révolte d'esclaves réussie de l'histoire. Voilà, donc c'est un petit point bonus pour Haïti. C'est assez stylé quand même. Et en 1804, Haïti a proclamé son indépendance, devenant la première république noire et le deuxième pays indépendant de l'hémisphère ouest, évidemment. C'est pas la première république noire de tous les temps, juste de l'hémisphère ouest. L'île est donc restée séparée avec Haïti à l'ouest et Saint-Domingue espagnol, maintenant évidemment la République dominicaine, je pense que vous connaissez, à l'est. En 1822, Haïti a envahi et unifié toute l'île vraiment, sous le contrôle de Jean-Pierre Boyer. Et en 1844, les Dominicains ont lancé une révolution et ont déclaré la République dominicaine. Et ça a marqué la séparation permanente de l'île entre deux nations distinctes parce que du coup, ça a déjà existé que l'île d'Hispaniola soit unifiée sous le nom d'Haïti. Ça marche pas. Ça marche juste pas du tout. Et voilà quoi. En même temps, je pense que Haïti, ça n'a jamais été une bonne idée. Hein. Que déjà, quand tu sais que c'est des pirates français qui ont colonisé l'île, même pas des vrais explorateurs, enfin des vrais entre guillemets quoi, ça pue déjà. Et puis après, quand tu sais que c'est la seule rébellion esclave de l'histoire, sachant que forcément les esclaves, forcément qui veulent de l'indépendance, mais à la fois ils peuvent clairement pas se débrouiller tout seuls parce que la France les a ramenés là sans aucune éducation ni rien, ils leur ont juste dit prenez du coton quoi. Enfin, forcément c'est un pays qui n'allait jamais marcher à Haïti. Et ça aurait été juste tellement mieux que les Français, nous pour une fois, on s'abstienne de coloniser l'ouest d'Hispaniola et qu'on laisse tout aux Espagnols parce que je dis pas que la colonisation espagnole c'est mieux, enfin la colonisation dans tous les cas c'est con, mais au moins
à cette époque-là, qu'on s'en mêle pas. Enfin, si la République dominicaine c'était toute l'île, enfin, on n'aurait pas eu, si on n'avait pas eu Haïti et que toute l'île c'était l'île Hispaniola, c'était, enfin, du coup, pas la République dominicaine, ce serait pas appelé comme ça. En vrai, je pense que ce serait juste appelé Saint-Domingue, hein. Premier degré, je pense que le pays s'appellerait du coup Saint-Domingue à ce jour, enfin Santo Domingo. Mais je pense que ça irait beaucoup mieux pour les habitants à Haïti, du coup. Enfin, voilà. C'est comme ça, on peut rien échanger maintenant. Alors, notre sixième île, maintenant, on va partir en Asie. Et on va partir pour un pays qui va apparaître 3 fois dans cette vidéo. Voilà, c'est un pays qui a 3 îles séparées. C'est l'Indonésie. Et d'abord, on va parler d'une île qui est séparée avec la Malaisie, l'île Sébatik. Alors, c'est une île divisée du coup entre le Kalimantan du Nord en Indonésie et Sabah en Malaisie. Donc, la frontière, elle provient du traité anglo-néerlandais signé entre l'Empire britannique qui contrôlait le nord de Bornéo et l'Empire néerlandais qui contrôlait les Indes orientales néerlandaises en Indonésie actuelle. Et ce traité, il a défini la frontière entre les deux comme étant la latitude, je sais pas comment lire ça, 4 degrés 10 minutes. Moi, je lis 4 degrés 10 minutes. Je pense que c'est pas ça. 4 degrés 10 apostrophe. Je sais pas comment on dit. Nord. Qui passe à travers l'île Sébatique, formant une frontière internationale. Voilà. Et après la Seconde Guerre mondiale, la Malaisie et l'Indonésie ont tenu leur indépendance séparément, mais la frontière sur l'île est restée. Rien n'a bougé. Voilà. C'est tout pour l'histoire de Sébatique. Mais du coup, je vous ai dit que Sébatique, c'était enfin, juste à côté de l'île de Bornéo. Et ben, vous savez quoi? On va aussi parler de l'île de Bornéo dans cette vidéo parce que l'île de Bornéo est séparée entre l'Indonésie et la Malaisie, bien évidemment, mais aussi, attention, Brunei. Donc, Bornéo, qui est la 3e plus grande île sur Terre, assez imposant, est divisée entre Kalimantan, du coup en Indonésie, vous avez déjà dit, Sabah et Sarawak en Malaisie, et le petit pays du Brunei. À la base, Bornéo détenait des sultanats comme le Brunei, forcément, le Kutai ou encore le Banjar. Mais au XVIIe et XVIIIe siècle, les puissances européennes ont commencé à y établir des postes de commerce et des alliances. Du coup, je vais reparler en 1824, s'est produit le traité anglo-néerlandais, divisant Bornéo, du coup, je vous ai dit, sur 4 degrés 10 machin nord. Et à partir de 1841, la famille Brooke a dirigé Sarawak en tant que royaume personnel. Voilà, riche, hein, clairement, ils étaient très riches, la famille Brooke. Et la compagnie britannique du Bornéo du Nord administrait Sabah. Donc Sabah, c'est la partie la plus à l'est de la Malaisie. Et après, du coup, Sarawak, c'est une plus grande partie de l'enclave malaisienne sur Bornéo. Malaise, pardon. C'est bien malaise qu'on dit. Une enclave malaisienne, je sais pas. Non, malais, c'est la langue. Et au fil du temps, l'Empire britannique a fait de Sarawak et de Sabah des protectorats, puis ensuite des colonies, et enfin les a donnés à la Malaisie en 1963. Après l'indépendance de l'Indonésie, cette fois on va parler de l'Indonésie, la partie de Bornéo qui appartenait aux Pays-Bas est devenue Kalimantan. Entre-temps, au XIVe siècle, Brunei est devenu un protectorat britannique. 14e, mais de quoi je parle? Alors, c'est vrai que j'ai vraiment marqué au XIVe siècle, mais non, je me suis gouré, c'est le 19e. Parce que XIV, c'est 14, j'ai marqué ça. Il fallait marquer XIX. 19e siècle, pardon. Brunei est devenu un protectorat britannique. Brunei a obtenu son indépendance en 1984, devenant un pays souverain et la plus petite entité sur l'île de Bornéo. Voilà, plus petit que Kalimantan, Sarawak et Sabah. L'île reste partagée aujourd'hui car il n'existe aucune dispute territoriale sur les frontières de l'île à ce jour. Voilà, ça veut dire que tout va bien. Enfin, en soi, il y a quand même eu l'histoire des Philippines qui voulaient Sabah. Et du coup, ça serait devenu la première île divisée entre 4 pays. Ce serait complètement fou. Bon, au final, les Philippines ne l'ont jamais eu. Sabah est resté aux mains malaisiennes. Et on va finir notre streak de l'Indonésie avec maintenant, cette fois-ci, on va pas parler de la Malaisie, on va parler de la Papouasie-Nouvelle-Guinée. On va en Nouvelle-Guinée du coup. C'est la 2e plus grande île sur Terre cette fois-ci. La plus grande n'est pas partagée malheureusement, c'est le Groenland et c'est une seule entité qui appartient au Danemark. Mais la Nouvelle-Guinée, c'est la 2e plus grande île sur Terre. Elle est partagée entre l'Indonésie à l'ouest et la Papouasie-Nouvelle-Guinée du coup à l'est. À la fin des années 1800, 3 puissances européennes ont réclamé certaines parties de la Nouvelle-Guinée.
Les Pays-Bas ont réclamé la partie occidentale de l'île au début du... J'ai encore marqué 14e, c'est possible ça. 19e siècle, je sais pas écrire. Et l'ont intégré du coup dans les Indes orientales néerlandaises. L'Allemagne a réclamé la partie nord-est de l'île en 1884, l'a gardée jusqu'à la Première Guerre mondiale, et enfin le Royaume-Uni a réclamé la partie sud-est de l'île en 1884 également, et l'a transférée à l'Australie en 1906 comme le territoire de Papouasie. Après la Première Guerre mondiale, la colonie allemande a été transférée à l'Australie sous le nom de territoire de Nouvelle-Guinée. Voilà, donc territoire de Papouasie, territoire de Nouvelle-Guinée, Papouasie-Nouvelle-Guinée. Logique. L'Australie, du coup, a forcément unifié les deux Nouvelles-Guinées de l'Est et les a nommées Papouasie-Nouvelle-Guinée. Et en 1949, l'Indonésie a obtenu son indépendance, mais les Pays-Bas ont gardé la partie occidentale de la Nouvelle-Guinée. Et oui, les Néerlandais voulaient donner son indépendance à la Nouvelle-Guinée occidentale, mais dans les années 1960, l'Indonésie a réclamé le territoire, disant qu'il faisait partie de son héritage colonial, parce que forcément, ça faisait partie des Indes orientales néerlandaises, et c'est vrai que c'est un petit peu con de ne pas donner son indépendance à toutes les Indes orientales néerlandaises comme un seul pays, parce que certes c'est pas un seul peuple, mais c'est quand même une seule colonie, et je pense qu'au bout d'un moment tu t'habitues à être un seul peuple, le peuple des Indes orientales néerlandaises. Donc voilà, ils ont voulu faire les sympas, mais non en fait. Et après de la pression politique et militaire, les Néerlandais ont accepté de transférer le territoire à l'Indonésie, parce qu'au début, ils voulaient pas, ils voulaient que ce soit indépendant de la Nouvelle-Guinée occidentale, je sais pas pourquoi, peut-être pour créer des conflits entre les deux pays, je ne sais pas. Et du coup, la Nouvelle-Guinée orientale est restée sous le contrôle australien jusqu'à son indépendance en 1975 sous le nom de Papouasie-Nouvelle-Guinée, forcément. À ce jour, il existe d'ailleurs quelques mouvements d'indépendance en Papouasie occidentale, donc la partie que les Pays-Bas avaient colonisée. Donc au final, est-ce que peut-être ça aurait été pas mieux de donner leur indépendance directement? En vrai, je sais pas. Il reste plus que 3 îles, yes. Du coup, notre 9e île, on va parler de, je pense, l'île divisée la plus connue sur Terre, je pense, et elle est d'ailleurs sur la miniature de cette vidéo si tout va bien. C'est l'Irlande, évidemment. On va remonter carrément en 1169 parce que c'est très important. Donc en 1169, des envahisseurs normands d'Angleterre ont commencé à coloniser des parties de l'Irlande. Et au fil des siècles, le contrôle anglais s'est amplifié jusqu'en 1801, où l'acte d'union a complètement fusionné l'Irlande avec la Grande-Bretagne pour former le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande, ce qui est d'ailleurs toujours le nom actuel du Royaume-Uni. Sauf que c'est Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord. Vous verrez pourquoi. Beaucoup d'Irlandais, et surtout des catholiques, en ont voulu à la domination britannique et ont cherché l'indépendance. Tandis que les protestants, qui étaient notamment au nord, étaient plus en soutien de l'union avec la Grande-Bretagne. Voilà, il y avait déjà une division en Irlande. Des tensions se sont agrandies au 19e siècle, pas 14e, toujours pas, culminant des événements comme la Grande Famine, qui a intensifié le sentiment anti-britannique, évidemment, parce que c'est bien connu que c'est les Britanniques qui ont connu la Grande Famine. Voilà, c'est absolument horrible. Ça a tué 2 millions de personnes en Irlande et c'est dégueulasse, bien sûr. Après la remontée de Pâques de 1916, des mouvements nationalistes irlandais, notamment l'ARI, Armée républicaine irlandaise, ont fait une guérilla contre les forces britanniques. Et la guérilla s'est terminée avec le traité anglo-irlandais de 1921. Quel nom original, le traité anglo-irlandais, franchement, c'est pas ouf. Ce traité a créé l'État libre irlandais, qui s'appelle maintenant la République d'Irlande, en tant que dominion autogouvernant. Cela a donné l'option aux 6 comtés du nord-est de l'île, du coup qui forment ensemble l'Irlande du Nord, de sortir de l'État libre. Et c'est ce qu'ils ont fait le lendemain de la création de l'État libre, le lendemain, ils ont choisi de rester aux mains du Royaume-Uni. Voilà. Ils ont fait ça parce que la population nord-irlandaise est majoritairement protestante, forcément, et a une identité unioniste et loyale. Ils avaient aussi peur d'une domination du gouvernement irlandais qui est majoritairement catholique et de la perte de l'identité et des privilèges britanniques. Voilà. L'Irlande du Nord, c'est devenu très divisé entre les unionistes, majoritairement protestants, qui voulaient rester au Royaume-Uni, et les nationalistes, majoritairement catholiques, qui voulaient se réunifier avec la République. De 1969 à 1998 se sont produits les troubles très connus, un conflit violent de presque 30 ans, incluant des groupes paramilitaires, les forces britanniques et des victimes civiles. Ils se sont finis avec l'accord du Vendredi Saint, qui a créé un gouvernement de partage du pouvoir en Irlande du Nord et qui a établi des chemins paisibles et démocratiques vers une potentielle future réunification. On ne sait pas trop. En vrai,
soyons honnêtes, je pense que si jamais l'Irlande se réunifie, ce qui n'est pas impossible, ce sera pas de bientôt. Ce sera pas pour bientôt parce que les Nord-Irlandais sont toujours très pro-britanniques, ils sont toujours très protestants. C'est deux cultures complètement différentes. Et même quand l'Irlande n'était pas divisée, elle l'était déjà non officiellement, elle était déjà divisée entre les protestants au nord et les catholiques au centre-sud. C'est comme ça. Je pense que l'Irlande, c'était une île qui était faite pour être divisée, en fait. Même si je sais qu'il y a plein de gens non irlandais et non britanniques qui veulent que l'Irlande se réunifie. En fait, les seuls qui veulent pas que l'Irlande se réunifie, c'est les Britanniques et donc les Nord-Irlandais. Forcément, tu peux pas te réunifier si un des deux camps veut pas, en fait. Parce que forcément, les Irlandais, eux, veulent, mais les Nord-Irlandais ne veulent pas se réunifier. À la limite, s'ils voulaient que le seul bloc c'était le gouvernement du Royaume-Uni, ben là, je pense que tout le monde dirait ouais, vas-y, faut réunifier l'Irlande et tout. Mais l'Irlande du Nord ne veut même pas. Donc, franchement, c'est pas grave. Enfin, c'est une île divisée, c'est comme ça, on n'y peut rien. Qu'est-ce qu'on va faire de toute façon? L'Irlande, l'Irlande est beaucoup plus populaire que l'Irlande du Nord de toute façon. L'Irlande n'a franchement pas besoin de l'Irlande du Nord pour continuer à fonctionner. L'Irlande, c'est un pays qui est déjà très riche et même s'il n'y a pas forcément beaucoup de monde en Irlande, je pense que c'est pas 1 million de personnes qui fera la différence, tu vois. Enfin, ça n'empêche qu'ils ne déjà, je pense qu'ils ne regagneront jamais la population qu'ils avaient avant la grande famine. Parce que certes, là, ils ont 4 millions. Et si on ajoute l'Irlande du Nord, ils ont 5 millions. Mais ils avaient 6 millions avant. Et la population du Royaume-Uni et de l'Irlande est en train de décliner là. Donc, ils n'atteindront jamais ce niveau-là. Voilà. On va maintenant passer à notre avant-dernière île, qui est une île avec une histoire. C'est même pas forcément très intéressant, c'est moyennement intéressant, mais c'est très drôle par contre. On va parler de l'île de Hans. Hans, je prononce Hans, c'est prochain chez nous. Qui est une île rocheuse sans habitants encore une fois dans le canal Kennedy entre le Groenland, du coup c'est un territoire du Danemark, j'ai déjà dit ça, c'est la plus grande île sur Terre, et le territoire du Nunavut au Canada. En 1973, le Canada et le Danemark se sont mis d'accord sur une frontière maritime dans le détroit de Nares. Mais cependant, ils ont mis l'île de Hans à l'écart, car c'était pas sûr de à qui devrait appartenir l'île, quoi. Des années 1980 aux années 2010 s'est produite la guerre du whisky, un conflit entièrement paisible. C'était même pas une guerre, c'était une guerre imaginaire, quoi. À chaque fois qu'un officiel danois ou canadien visitait l'île, il plantait le drapeau de son pays. Donc, j'ai pas de drapeau canadien ou danois. Vous avez le drapeau danois. Attendez. Il est, il est là. Le drapeau danois. J'essaie de le toucher avec mon doigt. Je peux. Là. Voilà. Ça c'est le drapeau du Danemark. Donc, je peux noter soit ce drapeau, soit le drapeau canadien, que je n'ai pas en ce moment dans ma chambre. Pourquoi je vous montre les drapeaux? En fait, je pense que vous les connaissez de toute façon si vous regardez cette chaîne. Bref, et en plus de planter son drapeau, il laissait une bouteille de schnapps danois s'il était danois, ou de whisky canadien s'il était canadien, selon d'où il venait du coup. Et c'est pourquoi le conflit a été surnommé guerre du whisky. Ça aurait très bien pu s'appeler guerre du schnapps. Moi personnellement, ça m'aurait encore plus rire guerre du schnapps. Je pense que c'est juste un petit peu trop compliqué à prononcer pour ceux qui parlent anglais, pour les Canadiens, alors que tout le monde serait prononcé whisky, tout va bien. C'était vraiment un jeu diplomatique plutôt qu'un vrai conflit. Hein. N'empêche que le 14 juin 2022, le Canada et le Danemark sont officiellement mis d'accord pour séparer l'île vraiment au milieu. Et la partie nord est revenue au Danemark et la sud au Canada. Voilà. Et on va maintenant enchaîner sur notre dernière île, là où j'ai le plus écrit. Yes, c'est une histoire vraiment très 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 compliquée. Donc tenez bon, c'est peut-être la plus dure, hein, franchement. Je pense que si on si on considère que Hispaniola c'est une histoire compliquée, peut-être même l'Irlande, je pense que Chypre, l'île qui vient, euh, ouais. Du coup, franchement, je voulais même pas révéler que c'était Chypre, mais c'est sorti tout seul. Donc bref, Chypre, c'est devenu une colonie britannique en 1878. Je tiens à dire ce nombre, 1878 quoi. La population était majoritairement des Grecs avec une petite minorité de Turcs. Au fil du temps, les Chypriotes grecs ont de plus en plus demandé l'union avec la Grèce, alors que les Chypriotes turcs forcément s'y opposaient et ont peur d'une marginalisation, mais bon, ils étaient déjà un petit peu marginalisés parce que ils étaient minoritaires quoi. Chypre, c'est devenu une république indépendante en 1960 sous une constitution de partage du pouvoir.
L'indépendance a été garantie par le Royaume-Uni, la Grèce et la Turquie, c'est-à-dire qu'il fallait que les trois pays soient d'accord pour que Chypre soit indépendant. Deux, pardon. L'accord donnait un partage du pouvoir entre les communautés grecques et turques et une protection des droits des minorités, donc turques forcément. Mais l'accord s'est rapidement effondré en plein milieu d'une violence intercommunale. En 1964, le gouvernement de partage du pouvoir s'est effondré après des disputes constitutionnelles. La violence a explosé entre les communautés chypriotes grecques et turques. L'ONU a établi une force de maintien de la paix et une zone tampon à travers Nicosie. En juillet 1974, des nationalistes chypriotes grecs ont mis en scène un coup d'État pour but d'atteindre l'Enosis. Donc, qu'est-ce que c'est l'Enosis? C'est l'union avec la Grèce, pardon, tout simplement. Ça a déclenché une intervention militaire turque grâce à ses droits de garant. Il pouvait intervenir sur l'île de Chypre. Et la Turquie a carrément envahi le nord de l'île de Chypre le 20 juillet 1974. Et quelques semaines plus tard, les forces turques contrôlaient 37% de l'île. Du coup, après 160 000 Chypriotes grecs ont été déplacés du nord. Du coup, ils ont été dégagés. En fait, 160 000, c'est franchement pas rien. 160 000, c'est équivalent à quoi? C'est la population de, je sais pas, Reykjavik, par exemple, la capitale de l'Islande. C'est franchement pas rien. Enfin, imagine là, je sais pas si vous avez tous une image en tête de Reykjavik, mais imaginez l'Islande, vous voyez à peu près quand même la capitale de l'Islande. Imaginez, on déplace tous les habitants de Reykjavik dans un autre côté de l'île, de l'autre côté de l'Islande. C'est un peu pareil en fait, c'est un peu le même scénario, sauf que là, la différence c'est que les 160 000 personnes habitaient pas dans une ville précise, habitaient plutôt dans la campagne, dispersées à travers l'île de Chypre. Forcément, ça fait un dégagement beaucoup plus gros, mais à la fois un petit peu moins imposant parce que c'est pas une zone très concentrée qui bouge d'endroit. C'est une zone peu concentrée, mais où il y a quand même beaucoup de monde qui bouge, quoi. Enfin, bref. Et après, en 1983, a été déclarée la République turque de Chypre du Nord, la RTCN. Et à ce jour, seule la Turquie reconnaît son indépendance. Tous les autres pays de l'ONU considèrent la République de Chypre comme étant le gouvernement de l'entièreté de l'île. Du coup, considèrent que Chypre du Nord n'existe pas. Même, même le meilleur ami de la Turquie, clairement, de tous les points de vue, l'Azerbaïdjan, même l'Azerbaïdjan ne reconnaît pas Chypre du Nord. Là, tu sens que c'est grave. Tu sens que c'est vraiment un coup complètement foireux de la Turquie. Parce que l'Azerbaïdjan, ils reconnaissent pas le conflit, le génocide arménien, ni le génocide pontique. Enfin, ils sont très 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 supportifs de la Turquie, clairement. Il me semble que dans les écoles azerbaïdjanaises même, Constantinople, donc évidemment l'ancien nom d'Istanbul que ça appartenait à la Grèce, ils appellent quand même ça Istanbul. C'est-à-dire que pour eux, ça a été Istanbul depuis le début. Ils sont supportifs à ce point-là, parce que c'est pareil dans les écoles turques forcément, mais je crois qu'en Azerbaïdjan c'est pareil, et ils reconnaissent même pas Chypre du Nord. C'est quand même un petit peu grave pour la Turquie, je pense. Et du coup, la force de maintien de la paix et la zone tampon de l'ONU sont encore présentes sur l'île. Il y a eu beaucoup de plans de réunification, notamment le plan Annan en 2004, qui ont échoué. Les Chypriotes grecs ont rejeté en masse la réunification dans un référendum de 2004, pareil la même année, même si les Chypriotes turcs ont surprenamment approuvé cette réunification. C'est-à-dire que les Chypriotes turcs veulent unifier l'île de Chypre. Ça, ce n'est pas étonnant. Ce qui est étonnant, c'est que les Chypriotes grecs ne veulent pas unifier l'île. Ça veut dire que le Chypre, en tant que Chypre, si la, la République de Chypre, si la République turque de Chypre du Nord était indépendante, ne voudrait pas prendre la RTCN. Par contre, la RTCN veut prendre la République de Chypre. Et ça, c'est très intéressant. Parce que du coup, ça veut dire, techniquement parlant, que Chypre, la République de Chypre devrait reconnaître la RTCN. S'ils ne veulent pas reprendre le contrôle de ce territoire, ça veut dire qu'ils leur laissent. Et même si la RTCN réclame que toute la République de Chypre leur appartient, ça c'est leur problème, vu que personne ne les reconnaît. Mais c'est un cas un petit peu délicat où le pays non reconnu est quand même à moitié reconnu par le pays auquel il appartient. C'est très particulier.
Et la Turquie maintient une présence militaire dans le nord de l'île, encore et toujours. Et d'ailleurs, la République de Chypre a rejoint l'UE en 2004. Et fait évidemment pas la RTCN. Enfin, selon une carte officielle de l'Union européenne, je pense que c'est représenté comme toute l'île de Chypre qui est dans l'Union européenne. Même si on compte vraiment tous les groupes de rebelles et tout, il y a vraiment que la République de Chypre, donc le sud de l'île qui appartient. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire sur tout ce qui est les îles partagées, les condominiums, tout ça. Enfin, le condominium de l'île des Faisans. Des conflits géopolitiques assez majeurs quand même, notamment du coup Chypre et l'Irlande. Enfin, c'est quand même. En fait, à la base, je voulais faire une vidéo que pour expliquer le cas de l'Irlande, pourquoi c'est particulier et tout. En fait, je me suis dit que l'Irlande, ça va me faire une vidéo de genre 7-8 minutes, quoi. Du coup, je me suis dit, attends, mais sinon, je fais une vidéo sur sur l'Irlande, pardon, et Chypre. Et je me suis dit, bah, quand même, et après, je me suis dit, Hispaniola aussi. Et je me suis dit, mais quand même, faut trouver un lien entre les trois parce qu'il y a d'autres îles divisées, mais je sais pas combien il y en a. Et du coup, je me suis dit, je regardais combien d'îles il y a. J'ai vu qu'il y en avait 11. Je me suis dit, ça me fait une vidéo. Franchement, ça me fait une vidéo. Hein. Toutes ces îles, ça me fait une vidéo. Sûr qu'il y en a où j'ai moins de trucs à dire. Enfin bref, c'est pour ça que j'ai voulu faire toutes ces îles d'un seul coup. Dites-moi dans les commentaires quelle île vous a le plus intéressé, l'histoire de quelle île divisée vous a le plus intéressé. Dites-moi aussi si vous voulez que je fasse une vidéo sur les condominiums dès que je peux, parce que moi ça m'intéresse beaucoup et je pense que ça pourrait être très intéressant si jamais j'ai pas d'idée de vidéo un jour, ce qui va souvent arriver je pense. Voilà, ce sera un sujet intéressant. Et en attendant, moi je vous dis à la semaine prochaine pour je spoil, hein, je suis désolé de spoiler, mais pour un pays sur 10, le 20e épisode de pays sur 10, c'est pour ça que je spoil, c'est parce que c'est quand même assez important, qui va toucher. Bah déjà, j'ai déjà filmé cet épisode de pays sur 10, et au moment où vous voyez cette vidéo, normalement, l'épisode devrait déjà avoir été programmé depuis quelques jours. Voilà. Parce que mon timing est assez particulier pour les 4 prochaines vidéos. Mais après, ça va revenir à la normale. Il y aura plus de soucis comme ça. Bref, je vous explique tout normalement dans la prochaine vidéo parce que là je peux pas vous en dire, je peux pas trop vous en dire plus, mais dans la prochaine vidéo je vous explique pourquoi tout mon timing est compliqué et tout ça. Voilà, donc allez regarder la prochaine vidéo dès qu'elle sort et allez regarder les anciennes si vous ne les avez pas encore vues, bien évidemment. J'ai une playlist dédiée, je crois qu'elle va s'afficher par là. Voilà, j'ai une playlist dédiée au story time comme ça où je raconte plein d'histoires de pays. J'ai raconté par exemple la guerre très particulière entre le Costa Rica et le Nicaragua. J'ai raconté, j'ai parlé de pourquoi Singapour était un pays pas forcément aussi parfait qu'on pourrait croire. J'ai parlé du potentiel nouveau Vatican musulman qui va peut-être un jour se former dans la capitale de l'Albanie, Tirana. Enfin voilà, je parle de plein de trucs assez sympathiques que personnellement je trouve intéressants et peut-être que vous aussi, je ne sais pas. Donc n'hésitez pas à aller regarder cette playlist et moi je vous dis à la semaine prochaine. Bye les papas.